Madame Fusaro est rectrice de l'Université du Québec à Montréal. Monsieur Gomez Camacho, ambassadeur du Mexique au Canada, es un placer volver a compartir espacio con usted. Monsieur Karen Nelson, directeur de l'École de langue. Aussi Monsieur Alejandro Estivil, consul du Mexique à Montréal. C'est un privilège pour moi de participer à l'inauguration de cette 10e édition de la Semaine hispanophone à l'UQAM. Le sujet de ma conférence porte, comme on l'a déjà dit, sur le thème du Mexique dans sa transformation avant et après la pandémie. D'entrée de jeu, je précise que je parlerai plus de la transformation que de la pandémie, même si je dirai quelques mots sur le sujet à la fin de mon exposé. Ma conférence est organisée en 3 parties. Je parlerai d'abord des conditions qui ont mené à l'élection du président López Obrador en juillet 2018 au Mexique. Ensuite, j'aborderai le thème des politiques du gouvernement actuel et je terminerai en parlant des dilemmes du nouveau modèle de gouvernance démocratique au Mexique. Donc, je commence. La première section. En fait, depuis plusieurs décennies, la question de la démocratie a été au centre des débats sur le changement politique au Mexique. Sans entrer dans les détails, on peut affirmer que quelque part, durant la dernière décennie du XXe siècle, on a assisté à un changement de régime au Mexique par la démocratisation du système autoritaire qui s'était consolidé depuis la Révolution mexicaine. Et puis les caractéristiques en fait qu'adoptera ce nouveau régime démocratique ont beaucoup à voir avec le démantèlement et la réforme justement des instruments qui avaient permis la longue domination d'institutions et de pratiques autoritaires. Et puis, ce sur quoi il faut insister d'entrée de jeu, c'est le fait que ce changement s'est effectué dans le cadre constitutionnel existant. Et puis, s'il est vrai que toute une série d'acteurs sociaux et politiques, formels et informels, établis et émergents, ont participé dans les mobilisations et les mouvements d'idées qui ont provoqué le changement, ce sont surtout les partis politiques établis qui ont négocié au fil des événements, des conjonctures, l'établissement d'une nouvelle institutionnalité politique. Et puis, la grande partie, en fait, grande partie des réformes qui ont été menées à ce moment-là ont eu à voir avec la négociation des règles de la compétition électorale. Et puis, ce sont des négociations qui ont évolué en fonction des rapports de force entre les partis, en fonction aussi des forces et des faiblesses qui apparaissaient élection après élection, et en fonction aussi de la capacité de mobilisation des perdants et des exclus. On a donc assisté à un cycle récurrent de réformes électorales importantes. La dernière en date s'est effectuée en 2014. En fait, toutes ces réformes-là, ce qu'elles ont permis, puisque la longue domination du Parti révolutionnaire institutionnel au XXe siècle s'appuyait en grande partie sur le fait que les élections n'étaient pas compétitives. Alors, ces réformes-là ont permis l'expression d'une volonté populaire plus diverse, ont permis aussi l'élargissement de la classe politique par la voie de la représentation plurielle. Et puis, en fait, au cours des premières 20 années du XXIe siècle, le Mexique a été gouverné par 3 partis politiques distincts qui, en général, sont identifiés comme des partis de centre droit, de centre pragmatique et de gauche populiste. Alors, à la différence de ce qui s'est produit lors du XXe siècle, on a assisté à une alternance au pouvoir. En même temps, entre 1990 et 2018, il y a un système
de 3 partis politiques, dont les piliers, le vieux Parti révolutionnaire institutionnel, le centre pragmatique, le Parti Action nationale, le Parti de centre droit, le Parti de la Révolution démocratique, qui à l'époque PRD, qui est un parti de centre gauche, avec une représentation très, très importante dans les 2 chambres du Congrès mexicain. Plus de 80% des sièges, aussi bien au Sénat qu'à la Chambre des députés, jusqu'en 2015, étaient occupés par des représentants de ces 3 partis-là. Ces 3 partis-là aussi gouvernaient la plupart des fois de façon individuelle, mais des fois aussi en coalition, les différents niveaux de gouvernement du système fédéral mexicain. Et puis, tout ça, en fait, la diversification de la représentation politique a eu pour effet l'activation d'une dynamique imparfaite de poids et de contrepoids entre les pouvoirs qui forment l'État mexicain. Pourquoi? Parce que pour plusieurs acteurs politiques, ce qui était important, c'était de contenir l'hyperprésidentialisme mexicain, c'est-à-dire ce qui avait marqué la vie politique mexicaine pendant plus de 70 ans. Ce qui permettait en fait, la pénétration et le contrôle des pouvoirs législatifs et judiciaires par le pouvoir exécutif. La figure du président, qui était élu à chaque 6 ans, était dominante dans la vie politique mexicaine. Alors, tout cet effort, en fait, de construction d'institutions et de processus démocratiques a permis la concurrence entre les partis qui s'identifiaient comme de gauche, de centre et de droite, a permis aussi une alternance, comme je disais, au gouvernement au niveau fédéral et aussi au niveau des États et des municipalités. A permis l'alternance, en fait, la formation de majorités diverses au congrès, dans les congrès du système du pays et au niveau des États, permis la réactivation du fédéralisme mexicain, la création de nouveaux partis politiques, et puis même, là, on l'a vu tout récemment, en fait, certains de ces partis politiques ont eu accès au pouvoir 5 ans à peine après leur création, comme le parti Morena de l'actuel président López Obrador. Ça permet aussi l'existence d'un climat de liberté d'opinion et d'association et la reconnaissance de nouveaux droits individuels et collectifs. Bien, cependant, malgré tout ça, malgré tout ce processus de changement qui s'est effectué au cours des 3 dernières décennies, en 2018, selon un sondage de la firme Latino Barometro, qui est une firme qui, chaque année, publie un rapport sur l'évolution des opinions et des valeurs politiques en Amérique latine, eh bien, selon le sondage de cette entreprise-là, seulement 38% des Mexicains déclaraient appuyer la démocratie. Et il y en avait un pourcentage similaire qui manifestait être indifférent au type de régime politique. D'une certaine façon, cette tendance-là confirmait une tendance qui se maintenait depuis plusieurs années. En fait, à peine 16%, selon cette enquête, 16% des Mexicains exprimaient être satisfaits avec un système de gouvernement démocratique, ce qui situait le pays à la queue des pays d'Amérique latine dans ce domaine. Alors, à quoi pouvions-nous attribuer cette situation? Et en fait, en grande partie, les faiblesses de la nouvelle démocratie mexicaine étaient justement le résultat du processus qui avait permis la démocratisation du pays. Toutes ces caractéristiques qui étaient vues comme très positives, comme la continuité dans le cadre constitutionnel, la négociation permanente entre des forces politiques établies, le renforcement du modèle des poids et contrepoids entre les différents pouvoirs et la configuration plurielle de la représentation politique, auquel, en fait, on pourrait ajouter aussi, il faut le reconnaître, en fait,
les tâches inachevées de la construction d'un système politique démocratique ont fini par affecter la qualité et l'efficacité du nouveau régime. Il y a eu des tâches, en fait, qui n'avaient pas été accomplies, par exemple la consolidation d'un État de droit et d'un système judiciaire capable d'administrer la justice de façon juste et agile. Et puis très longtemps aussi, il y a eu l'impression, en fait, que le pluralisme, qui s'exprimait entre autres par le fait, à partir de 1999, que le président en place n'avait pas la majorité dans au moins une des chambres du Congrès, ce qui pouvait provoquer des blocages politiques. Tout ça, en fait, a contribué à alimenter l'image que les principales forces politiques n'arrivaient pas à se mettre d'accord quant aux réformes importantes ou les réformes jugées essentielles dans la vie politique du pays. Puis quand ça a été possible, au moment d'une négociation d'un pacte pour le Mexique en 2013-2014, eh bien, c'est plutôt l'opinion contraire, en fait, qui s'est imposée, c'est-à-dire qu'on avait l'impression que l'élite politique négociait des accords sans que la société soit impliquée. Et puis que d'une certaine façon, en fait, le consensus était le produit de complicité condamnable. Et puis surtout, en fait, il y a cette idée qui s'est répandue à l'effet que ce modèle de séparation des pouvoirs, de plus grand pluralisme, ne permettait pas de faire face aux problèmes importants qui affectaient le pays. J'en mentionne quelques-uns, en fait. La presque absence de croissance économique, combinée à la persistance de grandes inégalités sociales, la violence qui devenait de plus en plus omniprésente et qui était souvent associée aux activités du narcotrafic, et aussi la corruption croissante dans différentes sphères de la vie publique. Le système politique démocratique qui s'était construit au cours de 3 décennies, à partir de 1990, apparaissait comme un système inachevé et surtout efficace. Alors là, je vais rapidement vous parler du gouvernement antérieur, de la situation qui a permis l'accès au pouvoir de M. López Obrador. En fait, si on recule un peu là dans le temps, le 1er juillet 2012, M. Enrique Peña Nieto, qui est le président là, qui a été élu à ce moment-là, a gagné des élections présidentielles avec 38% des voix. Il avait 7 points de plus que M. Andrés Manuel López Obrador, qui avait obtenu la deuxième place. Et puis cette victoire-là a constitué la première alternance dans le Mexique de l'alternance, puisque au cours des 12 années précédentes, le gouvernement avait été aux mains du parti de centre-droit, le parti Action nationale. Tout ça, ça signifiait le retour du PRI au pouvoir. Le PRI qui avait dominé pendant 70 ans, au XXe siècle, la vie politique mexicaine, revenait au pouvoir après 12 ans dans l'opposition. Comment expliquer cette victoire du PRI? En grande partie, c'est l'image qui dominait dans la société, on avait l'impression en fait que le PRI avait gagné les élections parce que l'électorat reconnaissait son expérience de gouvernement et sa capacité de gestion. Et puis, bon, c'est à peu près au cours des 20 premiers mois du gouvernement de M. Peña Nieto, on avait un peu l'impression que cette perception était justifiée. Le président, comme je l'ai déjà mentionné, tout de suite, 2 jours après sa prise de pouvoir, signer un accord ou négocier un accord avec les dirigeants des principaux partis politiques, un fameux Pacto por México, qui avait pour objet l'approbation de plusieurs réformes d'envergure dans différents secteurs de la politique publique. L'éducation, les télécommunications, l'énergie, la politique fiscale, la vie électorale, etc., etc. Et puis, en général,
plusieurs de ces réformes-là ont été appuyées par les trois grands partis politiques. C'était l'époque aussi où on avait de grandes attentes pour le Mexique. Il y a par exemple fameuse page de, de, de la revue The Economist qui parlait du moment mexicain. Et on voyait un cactus qui s'envolait vers le ciel et puis on avait l'impression qu'on promettait de grandes choses pour le Mexique. Tout ça semblait fonctionner très bien au début. Cependant, très rapidement, on a pu constater la fragilité de cette situation. C'était une construction très, très fragile. Il y a deux événements qui, symboliquement, marquent le début du déclin de ce gouvernement qui avait été élu pour une période de 6 ans. Alors, en septembre 2014, et puis j'imagine que plusieurs d'entre vous se rappellent de ce tragique événement, en fait, il y a eu la disparition et l'assassinat de 43 étudiants dans la ville de Iguala, au Guerrero, en septembre 2014. Et ensuite, il y a eu, quelques mois après, la révélation d'un scandale de corruption dans l'acquisition d'une propriété de la part de celle qui était l'épouse du président de la République. Et puis tout ça a contribué à une chute spectaculaire du taux d'approbation du président Peña Nieto. Au début de son mandat, il avait un taux d'approbation de 57%, mais moins de 2 ans plus tard, à la fin de 2014, ce taux d'approbation était descendu à 38%. Et en 2017, il avait 17% de taux d'approbation. Alors, donc, il y avait un gouvernement qui, très rapidement, malgré les promesses, s'est retrouvé dans une situation de rejet de la part de l'ensemble de la citoyenneté. Et en même temps, il y a d'autres changements qui se sont produits. Un des trois partis dont je parlais, le PRD, qui était le parti de gauche, a vécu un processus de scission, de séparation interne, où la personne, Andrés Manuel López Obrador, l'actuel président du pays, qui avait été 2 fois candidat présidentiel pour le PRD, a décidé de quitter ce parti, de créer un nouveau parti politique de gauche qui lui était loyal, le mouvement de régénération nationale Morena. Et très rapidement, cette nouvelle formation politique-là a réussi à diviser le vote de gauche dans les élections législatives de 2015. Et puis d'un autre côté, l'autre grand parti, le parti de droite de PAN, vivait aussi de sérieux problèmes de tension interne. Alors, en 2018, tout petit peu dans ce climat-là où finalement le gouvernement en place faisait face à un rejet dans l'opinion publique, où les 2 autres partis qui avaient constitué les piliers du système à 3 partis qui existait depuis 30 ans vivaient des problèmes de division interne très grands. En 2018, juste avant les élections, les Mexicains pensaient que les principaux problèmes du pays étaient d'abord l'insécurité, le chômage et la pauvreté, et la corruption et l'impunité. En fait, c'est dans ce contexte-là que M. López Obrador gagne les élections. J'ai déjà mentionné la persistance. Comment expliquer ce problème-là? D'abord, à partir de la persistance de problèmes non résolus par les gouvernements de la post-alternancia qui provoquaient l'insatisfaction dans l'opinion publique. La violence, je disais, le développement, en fait, l'activité économique, en fait, qui est croissance très basse de l'activité académique, la persistance d'inégalités sociales et la corruption. En fait, ce sont les 3 grands thèmes qui ont marqué la campagne électorale. Et en général, l'électorat s'est tourné vers cette nouvelle option, de gauche ou de gauche populiste, représentée par Morena, et parti ou mouvement qui était conduit par M. López Obrador.
qu'est-ce qui a permis en 2018 à M. López Obrador de mobiliser de façon effective les votes de la population? Je dirais que d'abord, le premier élément, en fait, c'est que c'est une figure charismatique qui avait été candidat dans 2 élections auparavant et qui avait, de loin, par rapport aux autres candidats, un niveau de reconnaissance très élevé entre la population. De fait, il a gagné l'élection avec 53% des voix. 53% des voix dans le Mexique de l'après-crise, même dans le Mexique d'après 1980, c'était beaucoup. En fait, il faut remonter à 1982 pour trouver un candidat présidentiel qui obtenait un score aussi élevé. Non seulement cela, en fait, la coalition électorale, qui s'appelait Juntos Haremos Historia, ensemble nous ferons l'histoire, très hétérogène, était une coalition électorale où on retrouvait des gens de Morena, des militants et des figures politiques qui étaient des transfuges du PRD, un vieux parti de PT, un vieux parti marginal de gauche, un parti nouveau de la droite évangélique, des partis ou des expressions locales de partis politiques nationaux, des militants de mouvements sociaux qui étaient nés à la faveur de la contestation des élections 2002, d'anciens politiciens du PRI, du PAN, etc., etc. Tout ça s'articulait autour de cette figure-là de M. Andrés Manuel López Obrador. Bien. Et puis, en fait, ce qui était aussi remarquable, en fait, c'est que tout cela, malgré le caractère hétérogène de cette coalition-là, en fait, tout cela a réussi à former une magnifique, spectaculaire machine politique qui a réussi à mobiliser les votes là où la gauche n'avait jamais obtenu d'appui. Et puis finalement, il y a une autre chose qui était très, très importante, c'est la promesse de changement. Promesse de changement dans le discours du candidat, ce qu'on connaît là maintenant, et j'en parlerai là tout de suite, en fait, ce qu'on connaît comme la 4e transformation, qui inscrivait d'une certaine façon l'offre politique de M. López Obrador dans une séquence de moments historiques très importants dans la vie de la nation mexicaine, c'est-à-dire la guerre d'indépendance, 1810-1821, les guerres de réforme libérale et de restauration de la République entre 1857 et 1867, plus ou moins, et surtout la Révolution mexicaine. Alors, c'est pas ce qu'il a vendu comme projet. C'était un peu essayer de s'inscrire dans une ligne de continuité par rapport à des moments historiques très importants dans la vie mexicaine. Et puis, en fait, je passerai à la deuxième partie de ma présentation. Et j'aimerais insister sur 3 aspects. En fait, le premier aspect, c'est lié au discours de changement, promesse de changement de M. López Obrador. Je parlerai en plus très brièvement du projet de gouvernement, des politiques publiques de ce gouvernement, et je dirai quelques mots, seulement quelques mots, sur les changements dans ce que j'appelle l'architecture institutionnelle. Alors, l'inscription dans l'histoire, premier aspect. Le discours occupe un lieu très, très important dans la relation qu'établit M. López Obrador et son gouvernement avec la société mexicaine. Alors, il y a un peu comme on retrouve dans, je n'allais pas utiliser le mot, mais en fait, on retrouve un peu cette veine populiste dans ce discours où il y a des efforts pour établir un contact direct et permanent entre le leader politique et ses bases d'appui électoral et le peuple en général. Alors, dans tout cela, le recours à l'histoire est très important.
Alors, c'est vraiment fascinant et très intéressant de voir comment M. López Obrador et son mouvement politique s'assignent un lieu particulier dans l'histoire. C'est-à-dire comment est-ce qu'ils prennent appui dans le passé pour administrer le présent et se projeter dans le futur. Et puis d'une certaine façon, en fait, c'est une façon d'indiquer qu'ils se situent du bon côté de l'histoire, c'est-à-dire du côté des changements positifs dans la vie de la nation mexicaine. Je dirais que cette inscription dans l'histoire a pour fonction de marquer l'intensité du changement désiré en l'associant à d'autres moments fondateurs, puis en établissant aussi de façon antagonique la différence entre les bons, les héros et les vilains, les bons et les méchants. Et puis, c'est très intéressant, en fait, quand je vais simplement mentionner certains extraits du discours d'investiture de M. López Obrador, le 1er décembre 2018. Alors, il a laissé entrevoir de façon très, très claire quel était l'horizon de changement qu'il proposait dans la vie publique mexicaine. Alors, je traduis là de façon très, très libre. En fait, j'espère ne pas choquer les professeurs de langue qui nous écoutent. En fait, ce qu'il dit, il disait, j'ai reçu le mandat du peuple mexicain pour commencer aujourd'hui la 4e transformation politique de Mexico. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement qu'un nouveau gouvernement qui commence, c'est un changement de régime politique. Et puis, le raisonnement, en fait, suivait tout de suite en essayant de lier la prise de pouvoir par Morena et M. López Obrador à d'autres grands moments de l'histoire. Alors, la 4e transformation viendrait après les 3 grandes transformations de notre histoire, je cite M. López Obrador. Alors, durant les luttes pour l'indépendance, on a lutté pour abolir l'esclavitude et obtenir la souveraineté nationale. Au moment des guerres de réforme, de la réforme politique au milieu du 19e siècle, on a lutté pour l'affirmation du pouvoir civil et la restauration de la République. Et puis, durant la Révolution mexicaine, notre peuple et ses extraordinaires dirigeants ont lutté pour la justice et la démocratie. En fait, l'effet de ces premiers paragraphes du discours d'investiture de M. López Obrador, c'est d'inscrire le nouveau gouvernement et son projet dans une ligne de changement profond dans la vie, dans l'histoire mexicaine. Et puis, même ça va un tout petit peu plus loin, puisque c'est un discours qui récupère les héros épiques de la vie mexicaine. Et puis, c'est quelque chose qui permet de sélectionner de façon antagonique ce qui sépare les bons des méchants. Et puis, comme je disais, ceux qui sont du mauvais côté de l'histoire, par exemple, ceux que dans son discours, il dénomine fréquemment comme des conservateurs. Les conservateurs qui étaient les adversaires des libéraux durant les guerres de réforme, ou les conservateurs qui étaient associés aux adversaires de la Révolution mexicaine, ou encore ceux qu'il appelle des fifis. Les fifis, en fait, c'est une expression qui date du 19e siècle et qui faisait référence aux Mexicains afrancesados, ceux qui adoptaient des modes de vie à la française durant l'époque du dictateur Porfirio Díaz. Et puis ça, c'est quelque chose qui sert aussi actuellement pour distinguer et fréquemment stigmatiser les adversaires du gouvernement actuel. Une autre chose aussi qui est intéressante dans ce discours-là, et ça nous donne une idée très claire de l'orientation des changements qu'elle prétend, le gouvernement, c'est aussi ça sert aussi pour marquer des ruptures, des contrastes à court terme.
Alors, dans ce même discours, par exemple, les 3 décennies précédentes, en fait, de la vie publique nationale apparaissent comme sous l'étiquette très négative, en fait, de décennie néolibérale. C'est-à-dire que l'épithète néolibérale, qui fait référence aux politiques économiques qui ont été adoptées par les gouvernements antérieurs, cette épithète-là apparaît comme une façon de créer une parenthèse dans la continuité de l'histoire mexicaine récente et d'éliminer presque d'un seul trait, en fait, trois décennies de changement politique au Mexique. Et puis c'est une chose, bon, c'est un épithète qu'on entend très très souvent dans la bouche du président ou des gens qui sont proches du président. Et puis, en faisant de cela une parenthèse, un moment triste, gris de la vie politique récente mexicaine, sans faire référence, bien sûr, à toutes les réformes et toute la modernisation du système politique qui a eu lieu à ce moment-là, d'une certaine façon, en fait, ça sert à établir une ligne de continuité avec la révolution mexicaine. Alors, d'une certaine façon, ce que l'on fait, c'est, et puis c'est présent aussi dans ce discours-là, c'est une revendication indirecte de ce que l'anthropologue mexicain là, qui travaille à l'Université de Columbia, Claudio Lomnitz, appelle le nationalisme révolutionnaire. C'est-à-dire une idéologie communautaire qui s'appuie sur l'idée que le progrès sain seulement peut s'obtenir sous l'égide d'un État nationaliste qui veille pour l'intérêt public. Alors, et puis ça, c'est important parce que finalement, on va retrouver certains traits de ce modèle-là, qui est un modèle qui a prévalu de 1940 jusqu'à peu près 1980 au Mexique. On retrouvera certains traits de ce modèle-là dans les politiques du président López Obrador. Quelles sont les politiques publiques? Quelles sont ces politiques? Je vais commencer par une autre citation de M. López Obrador. Ça, c'est un discours qu'il a donné à Tlapa, dans l'État du Guerrero, le 23 novembre de 2019. Et bon, qu'est-ce qui nous correspondait, en fait, si on parlait de la 4e transformation? On devait changer la Constitution. Mais on s'est dit non, 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 non. C'est quelque chose qui va causer beaucoup de chaos. Nos vamos a ir despacio porque llevamos prisa. On va marcher lentement parce qu'on est pressé. Et quand ils s'en rendront compte, eh bien, ils se rendront compte qu'il y a une nouvelle constitution. Je peux vous dire ici, à Tlapa, qu'il y a déjà une nouvelle constitution. En fait, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire que, oui, si on avait décidé de marquer le changement à travers l'organisation d'une assemblée constituante, ça aurait été impossible de mener à bien les changements. Alors, ce qu'on a fait, on a décidé de faire plusieurs petites réformes qui font qu'on a maintenant une nouvelle constitution. C'est un peu exagéré, en fait, mais puisque la réalité est beaucoup plus complexe. Cependant, il est vrai que l'actuel gouvernement a réalisé plusieurs réformes importantes depuis sa prise de pouvoir. Alors, comme je le disais, en fait, je pourrais parler peut-être de 4 ou 5, en fait, de grandes lignes de réforme de l'actuel gouvernement. Alors, je dirais d'abord, en fait, que quant à l'orientation des politiques publiques, c'est que le premier élément qui caractérise le projet du gouvernement, c'est l'effort pour essayer de rétablir partiellement, du moins, la tutelle de l'État dans certains secteurs de la production et de la régulation des activités économiques. En fait, en principe, cela voudrait dire avoir un grand projet, en fait, qui permettrait de constituer un État fort.
Mais dans la réalité est plus complète. Euh, le principal secteur d'activité dans lequel on peut apprécier cette réorientation des politiques publiques, et puis c'est lié non seulement à une façon de concevoir l'économie et la vie productive, mais aussi à une certaine mythologie autour de la grande richesse de la nation mexicaine. Alors, le premier secteur, c'est celui de la production de l'énergie. Et principalement, en fait, dans le cadre du pétrole et de l'énergie électrique qui correspondent aux entreprises de l'État, Petróleos Mexicanos, Pemex, et Commission fédérale d'électricité, CFE, la Commission fédérale d'électricité, qui sont considérées comme stratégiques pour le développement national. Curieusement, en fait, la réorientation des activités dans ce secteur n'a pas passé directement par la voie des réformes législatives. Pour le moment, c'est des réformes qui ont eu lieu ou les changements d'orientation de la politique qui ont eu lieu dans ce secteur-là se sont faits plutôt par la réorientation des dépenses publiques vers ces deux entreprises, l'interprétation de certains aspects réglementaires des activités au détriment d'entreprises du secteur privé qui étaient associées à Pemex et à la CFE, au frein aussi ou à l'arrêt d'appels d'offres pour des nouveaux contrats et aussi, bien sûr, par la construction d'infrastructures pour pouvoir favoriser ces deux grandes entreprises. Et puis un peu l'idée, en fait, c'est de renverser la réforme du secteur de l'énergie qui avait été menée à bien par M. Peña Nieto. Ah, bien. Alors ça, dans ce cas-là, en fait, oui, c'est important, mais dans le fond, il n'y a pas vraiment de grande réforme qui assure la stabilité et la continuité de ces décisions-là. Il s'agit plutôt, je dirais, en fait, d'un secteur où le président, qui est très populaire, en fait, doit affirmer son autorité de façon constante. Bien. Il y a une autre chose aussi qui est surprenante dans ce retour à la centralité de l'État, c'est-à-dire que très souvent, on attendrait des gouvernements de gauche, dans la vieille tradition keynésienne, en fait, qu'ils cherchent à mener à bien une réforme fiscale de caractère progressif pour pouvoir permettre que l'État capte plus de ressources financières et éventuellement permettre aussi une redistribution de ces ressources-là. Mais curieusement, en fait, le gouvernement mène plutôt une politique d'austérité. Alors, en fait, la logique du président et de son gouvernement, c'est d'utiliser de façon efficace les épargnes qui sont le produit de l'élimination de la corruption dans le secteur public, l'élimination, et c'est vrai que ça s'est fait en fait, des dépenses somptueuses, et aussi un effort pour rendre plus efficace la captation fiscale. Le Mexique est un des pays qui a des taux les plus bas de captation fiscale au sein de l'OCDE et en Amérique latine. On parle d'à peu près 14 ou 15 du produit intérieur brut. Il y a une autre chose. Alors, toute cette politique d'austérité qui a une dimension morale en même temps, en fait, s'est accomplie. Bon, on a réduit les dépenses publiques, on a congédié, bien sûr, les employés publics, et on a aussi effectué une baisse des salaires dans l'ensemble de l'administration publique. C'est-à-dire qu'il y avait une loi mexicaine qui disait qu'aucun employé public, aucun fonctionnaire ne pourrait gagner plus que le président. Et le président López Obrador a décidé de s'auto-assigner un salaire relativement bas, 5 000 $ canadiens par mois. Et c'est ce qui fait que dans l'ensemble, en principe, tous les fonctionnaires publics ne peuvent pas gagner
plus que le président. Et puis, finalement, en fait, retour à la centralité de l'État est lié aussi à tout un discours éthique, moral, de lutte contre la corruption. Puis il y a un peu cette idée, en fait, que si on a un État qui est moins corrompu, qui est perçu comme un État moins corrompu, sa légitimité devrait augmenter. Et puis ça, c'est important. C'est très important. C'est un thème très, très important dans le discours politique actuellement au Mexique. Deuxième type de politique, et puis là, je ne les énumérerai pas en détail, c'est bien sûr des politiques d'appui, des politiques sociales, de redistribution, qui sont dirigées vers des secteurs ciblés de la population, des groupes, ce qu'on pourrait appeler des groupes vulnérables. Alors, ce sont des politiques de bourse, par exemple, pour les étudiants aussi bien de l'école primaire, secondaire, de l'université. Ce sont des programmes de bourse pour ceux qu'on appelle ici les ninis, c'est-à-dire les jeunes entre 18 et 25 ans qui ne sont ni à l'université ni sur le marché du travail. Ce sont bien sûr des bourses qui sont destinées aux personnes âgées qui existaient mais qui avaient une couverture relativement limitée. Plusieurs programmes destinés au secteur rural, en fait, le secteur paysan qui est important au Mexique et qui avait été négligé durant plusieurs années, un programme de réforestation, par exemple, etc., etc. Et puis, ce qui caractérise ce programme-là, en fait, parce qu'un peu l'idée, c'était de construire peu à peu une espèce d'État-providence universel, mais ce qui caractérise ces programmes-là, en fait, c'est que ce sont des programmes où les appuis sont remis directement aux mains des bénéficiaires. Et là, en fait, les critiques qu'on entend souvent, à l'effet qu'il s'agit de pratiques de caractère clientéliste qui servent à assurer une base politique au gouvernement. Un autre élément important, en fait, du projet du gouvernement actuel est lié au problème de l'insécurité et de la violence. On sait très bien que cette insécurité, cette violence-là est souvent provoquée par des activités des cartels de trafiquants de drogue. On a vu, en fait, que c'était un des principaux motifs de mécontentement de la citoyenneté avec les gouvernements antérieurs au Mexique. Et puis, durant sa campagne électorale, M. López Obrador a promis de changer l'approche face à ce problème. C'est-à-dire qu'au lieu d'attaquer le problème seulement par la voie de la répression, il a en fait cherché à promouvoir plutôt la voie de la prévention. L'idée des programmes sociaux, par exemple ceux qui sont dirigés face aux jeunes de secteurs vulnérables de la société, l'idée c'est un peu de les empêcher en fait, d'être tentés de se livrer, d'être recrutés en fait par des cartels liés au trafic de la drogue. Cependant, en fait, ce qu'il a, bon, oui, les programmes sociaux sont en place, mais finalement, en fait, ce qu'il a fait, c'est un peu comme les autres gouvernements avant lui, c'est-à-dire qu'il a créé un nouveau ministère de la sécurité et de la protection citoyenne, et surtout, un truc qui avait été depuis des années compliqué au Mexique, créer un corps de sécurité qu'on appelle la garde nationale. Et puis là, il y a un truc qui est intéressant. Je vous ai parlé en fait du retour de la centralité de l'État, mais dans un contexte d'austérité, dans un contexte où il est difficile d'accroître les ressources humaines et les ressources matérielles de l'État. Alors, dans ce cas-là, en fait, ce qu'a fait M. López Obrador, il a tiré parti d'un des rares corps organisés de l'État, discipliné, efficace,
en principe, et puis s'il y a une question là-dessus, j'y reviendrai là, puisque c'est un thème d'actualité ce jour-ci, en principe très honnête, qui est l'armée. Alors, non seulement il a, il a réaffirmé l'importance de l'armée pour maintenir la stabilité et la sécurité au Mexique, mais il a aussi, en fait, il a aussi chargé l'armée de plus en plus de tâches de construction, par exemple, d'infrastructures, comme un nouvel aéroport ou des succursales d'une banque du bien-être, en fait, qui remet les appuis matériels inclus dans les programmes sociaux. Alors, on a annoncé aussi récemment que les forces armées allaient prendre le contrôle des ports et des douanes, une fonction qui dépendait avant du ministère des Transports. Alors, c'est quelque chose qui frappe aussi dans cette ligne des principales politiques du gouvernement. Il y a un autre truc qui est important aussi, puis il faut le mentionner, une quatrième ligne de réforme importante du gouvernement, est liée à la promotion des droits de certains groupes sociaux. Là, on peut penser par exemple à une réforme importante, en fait, dans le champ des relations de travail, qui, d'une certaine façon, reconnaît le droit à la liberté syndicale, fait la promotion du processus démocratique dans la vie interne des syndicats, bien sûr, sanctionne les actes de corruption et extorsion. En fait, un peu l'idée, c'était de redonner une certaine vigueur à la vie syndicale démocratique. Il y a eu d'autres choses aussi, entre autres, par exemple, on a déclaré, on a voté une réforme qui établit le principe de la parité des genres dans la fonction publique élective, mais aussi à tous les niveaux du gouvernement et dans la fonction publique. On a reconnu, par exemple, les droits des minorités, des peuples, des communautés afro-mexicaines comme faisant partie de la composition pluriculturelle de la nation mexicaine. Puis tout ça, en fait, c'est très bien. Et puis ça fait partie du programme de gauche du gouvernement. Ça répond à des attentes de certains groupes qui font partie de la coalition au pouvoir. Cependant, en même temps, on a pu observer certaines difficultés qu'ont expérimenté les autorités pour négocier et incorporer des demandes sociales associées à la conquête de certains droits, mais qui étaient promues par des acteurs sociaux non étatiques. On l'a vu, par exemple, il y a eu des manifestations cette année contre les féminicides, où se sont mobilisés les groupes féministes, et il y a eu énormément de difficultés de la part du gouvernement pour pouvoir négocier avec ce mouvement-là. De la même façon, en fait, il y a eu des mouvements, il y a eu des mobilisations en faveur des droits des victimes de la violence ou encore des manifestations pour la défense de l'environnement. Et curieusement, quand ces demandes-là ne proviennent pas du gouvernement, c'est beaucoup plus difficile, en fait, que soient reconnues ces demandes. Et puis, bon, il y a eu finalement, en fait, des réformes dans le domaine de l'éducation, tout ça. Alors, finalement, en fait, ce qu'on pourrait dire, c'est que l'orientation des politiques publiques, le projet de gouvernement, se définit explicitement en contraste avec les projets, les politiques des gouvernements antérieurs et, comme je le disais avant, cherche, en certains aspects, à rétablir une ligne de continuité avec les éléments de l'idéologie du nationalisme révolutionnaire. Cependant, en fait, il ne s'agit pas nécessairement d'une restauration du modèle de gouvernement du milieu du XXe siècle, parce que c'est un projet, comme on l'a vu, qui inclut aussi des demandes propres à l'évolution de la société mexicaine. Je vais passer très rapidement parce qu'on va manquer de temps, en fait, sur le thème de l'architecture institutionnelle. En fait, je parlais du modèle de gouvernance qui s'était créé et consolidé au cours des 30 dernières années.
Et je parlais d'un modèle pluriel, où il y avait un jeu de poids et de contrepoids, pas toujours par conviction, souvent par obligation, mais c'est quelque chose qui existait. C'est un modèle aussi où on a vu croître le nombre d'organismes autonomes au sein de l'État. Des organismes qui étaient constitués soit pour surveiller l'action des dirigeants ou pour obliger à rendre des comptes, que le gouvernement doit rendre des comptes, ou c'était aussi des organismes qui étaient créés pour réglementer les activités économiques. Bien. Alors, un peu ce qu'on peut observer, très important, très nouveau, je l'ai dit, en fait, le gouvernement est un gouvernement majoritaire, c'est très important. Et le président jouit d'une très grande popularité, c'est très important en démocratie, lorsqu'on veut faire des changements, d'avoir beaucoup de soutien populaire, d'avoir beaucoup de légitimité et de pouvoir contrôler, en fait, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Alors, dans ce sens-là, c'est quelque chose de nouveau dans le Mexique, dans l'histoire récente du Mexique. Et dans cette situation-là, on perçoit quelquefois, en fait, un certain malaise du côté du gouvernement face à tout ce jeu de pouvoir et de contre-pouvoir, ou face à toutes ces organisations autonomes qui font partie de l'État. Donc, je pense par exemple à la Commission nationale des droits de la personne, je pense bien sûr à l'Institut national électoral, à l'Institut national d'accès à l'information, etc., etc. Et puis je pense aussi à ces organismes en fait qui ont pour fonction de réglementer l'activité dans certains champs du monde économique. Alors, les tensions. Et quant à cette architecture institutionnelle, des tensions aussi, ce n'est pas le seul pays qui le vit, en fait, des tensions dans la relation entre le pouvoir judiciaire, la Cour suprême, et le pouvoir exécutif. Tension, et puis ensuite perte d'autonomie, mais en même temps jeu politique. Alors, c'est quelque chose d'intéressant à suivre. Et puis la troisième chose qui est importante, et qu'a utilisé le président pour justifier certaines de ses décisions, et qui fera probablement partie de plus en plus de l'architecture institutionnelle du Mexique, c'est le recours à des consultations populaires de caractère souvent plébiscitaire pour justifier des décisions présidentielles. Plusieurs de ces consultations populaires ont été menées dans le cadre, hors du cadre constitutionnel et servaient plutôt des fins immédiatement politiques. Mais maintenant, tout récemment, on vient d'approuver la tenue d'une consultation qui aura lieu le 1er août de l'année prochaine, qui devait porter initialement sur la possibilité de juger les ex-présidents des 30 dernières années, et qui portera maintenant, en fait, sur la possibilité d'enquêter sur les décisions politiques, y compris des acteurs politiques, au cours des dernières années. Alors, dans ce sens-là, en fait, ce qu'on voit, c'est un peu un retour de balancier ou ce qui avait caractérisé durant 30 ans la vie politique mexicaine, ce jeu de poids et contrepoids est en train de disparaître en fait, dans ce contexte de majorité présidentielle. Et ce qui aussi sera utilisé probablement de plus en plus, c'est le recours à la mobilisation plébiscitaire par la voie des consultations publiques pour appuyer et légitimer les décisions du gouvernement. Alors, très rapidement, en fait, en conclusion, il y a des tensions dans ce modèle-là. La première tension, en fait, le premier problème, en fait, ou le premier dilemme, en fait, c'est d'un côté
l'existence d'une majorité, et c'est très bien, et c'est très simple en démocratie. Et d'un autre côté, il y a ce souvenir dans la mémoire des Mexicains de l'époque où l'idée de majorité était associée à l'exercice du pouvoir par une seule force politique, qui à l'époque était le pays. Un autre thème, en fait, de changement, un autre dilemme qui peut représenter une tension pour la gouvernance démocratique au Mexique, c'est le thème de la médiation politique. Alors, j'ai parlé de l'existence durant 30 ans d'un système très stable, parti politique. Il y avait 3 grands partis qui se partageaient autour de 80% des voix lors des élections. Eh bien, ce système-là s'est effondré. Ce système-là s'est effondré au cours des dernières années du mandat du président précédent, M. Peña Nieto. Ça s'est effondré. Et puis, donc, actuellement, en fait, ce qui étaient les 3 grands partis, en fait, peuvent à peine ou difficilement rassembler entre 25 ou 28% des voix, si on se fie au sondage. Et puis, d'un autre côté, le nouveau parti du président n'est pas un vrai parti politique. En fait, c'est un mouvement. Et c'est un mouvement qui regroupe des gens qui ont des intérêts très, très différents et qui a de graves problèmes, comme on le voit là actuellement ces jours-ci, d'institutionnalisation. Alors, finalement, en fait, c'est un système, c'est un moment de changement, il y a une grande volonté de changement. Le président jouit d'un fort appui au sein de la population, c'est-à-dire qu'il continue à se maintenir à entre des taux de 58 et 66% d'approbation, ce qui est très haut, très fort. Cependant, en fait, ça tend à créer un système de gouvernance démocratique qui fonctionne beaucoup autour de la figure d'un seul individu. Un seul individu, en plus, qui a cette communication directe avec le peuple. En fait, tous les jours, il y a une conférence de presse tous les matins, en fait, qui s'appelle la Mañanera, où le président informe directement la population dans un lien immédiat entre lui et le peuple. Le problème, en fait, c'est que tout ça mène à une certaine personnalisation de la politique. Et puis finalement, il y a le dilemme en fait du retour en fait de la centralité de l'État, alors que d'un côté c'est ce qu'on cherche, mais d'un autre côté on ne prend pas vraiment les moyens, comme je le disais, en fait, pour que l'État ait les ressources matérielles et les ressources humaines pour accomplir ce rôle-là de la façon dont il devrait le faire. Et puis, il y a le problème aussi que, pour le moment, en fait, ce retour de l'État s'appuie beaucoup sur les forces armées, qui, dans l'histoire du Mexique, n'ont jamais vraiment eu beaucoup d'influence, dans le Mexique moderne, sur la vie politique, mais qui occupent un rôle de plus en plus important. Et puis, il y avait un peu l'idée que c'était le secteur efficace de l'État, c'était le secteur où le secteur le mieux organisé, et puis c'est un secteur qui n'est pas affecté par le problème de la corruption. Et je terminerai là-dessus. En fait, oui, en principe, n'est pas affecté par le problème de la corruption. Cependant, la semaine dernière, aux États-Unis, on a arrêté l'ancien ministre de la Défense, qui est un général, et qu'on accuse en fait d'avoir protégé un groupe de narcotrafiquants. Alors bon, qu'est-ce qu'on peut... En fait, ce qui est intéressant, c'est que le Mexique vit un moment de changement impressionnant. C'est un moment de changement où le président et son parti jouissent encore de l'appui de la population. C'est un moment de changement en même temps où on ne sait pas vraiment jusqu'où
jusqu'où va aller le changement, dans quelle direction, euh, va, le changement, dans quelle direction le changement va s'orienter. Alors, ben voilà. Alors, je terminerai là-dessus en disant que, bien, beaucoup de changements politiques au Mexique au cours des 30 dernières années. Il y en a eu encore plus au cours des 3 dernières années. Et puis, c'est un peu une invitation à continuer à suivre de près l'actualité politique mexicaine. Merci beaucoup. Carré, je termine là-dessus. J'ai parlé plus longtemps, en fait, que je ne pensais. Bon, merci beaucoup, M. Prudhomme. C'est très fascinant d'apprendre sur la 4e transformation au Mexique. Je me demande si vous devez garder l'écran ouvert, M. Prudhomme, parce qu'il y aurait des questions pour vous. Déjà, je vais demander aux participants de cliquer en bas à droite dans la fenêtre Zoom. Il y a un icône ou un link pour Q&A, donc les questions et réponses. Donc, ça va vous permettre de poser des questions à M. Prudhomme. Déjà, on a une question de Louise Valiquette. Donc, je vais poser des questions, puis encore une fois, je vais inviter les participants à poser des questions dans le lien Question and Answers, les questions et réponses. Donc, la première question. OK, et puis je peux répondre, je réponds. Alors, on me demande, bonjour, prévoyez-vous un avenir harmonieux à long terme entre le Canada et le Mexique? Oui, ma réponse serait très positive, en fait. Je crois que le Canada et le Mexique ont réussi à négocier de façon pas trop défavorable, en fait, le nouvel accord commercial avec les États-Unis. Je crois qu'il y a beaucoup de domaines de coopération entre le Canada et le Mexique. Et ben voilà, en fait, j'ai l'impression que oui, bien sûr, il y a certains secteurs où il peut y avoir de petits problèmes, mais je pense que ça a été bien géré. Est-ce que le gouvernement a changé le pays qui aide à devenir un meilleur pays? En fait, ce qu'on peut dire, en fait, c'est bon, j'ai un peu parlé des problèmes auxquels fait face le Mexique. C'est une société très riche, très complexe, très diverse et qui fait face à des problèmes qui sont aussi très grands. Alors, il y a beaucoup de volonté de changement de la part du gouvernement. Il y a beaucoup de résistance. Et puis, souvent, en fait, comme c'est le cas quand on a de nouveaux gouvernements, bien souvent, peut-être qu'on n'a pas toujours l'expérience nécessaire, le doigté pour mener à bien les projets de changement. Monsieur Prudhomme, en attendant des questions, j'aurais une question pour vous aussi. Oui. Quand vous avez parlé de la 4e transformation, je me demandais s'il y avait des similarités avec Make America Great Again aux États-Unis. On voit un semblable entre les deux. En fait, c'est intéressant la question que vous me posez parce que finalement, le gouvernement actuel au Mexique et le gouvernement américain sont très, très différents en termes de grandes orientations politiques. Je pense que M. Trump difficilement pourrait prétendre être un président de gauche, alors que M. López Obrador est un président de gauche. Mais oui, il y a quelque chose cependant il y a des choses qui peuvent coïncider en fait. D'une part, peut-être que le type de relation établi sans intermédiaire le président avec le peuple en général, et puis cette idée qu'en fait que le peuple est étroitement lié à l'idée de nation et que la nation a probablement vécu de meilleurs moments il y a quelques décennies que maintenant. Alors il y a un peu cette idée de vouloir récupérer les moments de grandeur du Mexique post-révolutionnaire. Il y a une période de l'après-guerre, en fait, jusqu'à la première moitié des années 1970, où on parlait du développement stabilisateur et puis où le Mexique avait une croissance économique
le taux de croissance économique était de 5 à 6 par année. Alors, c'est sûr que ça pèse encore dans l'imaginaire des gens. Nous avons une question au niveau des taxes, j'imagine c'est des impôts. Oui, en fait, je ne sais pas, moi j'imagine que je suis très orthodoxe ou trop orthodoxe, alors j'ai l'impression que si un gouvernement prétend donner plus d'importance ou plus de place à l'État, et si un gouvernement cherche à établir un État-providence, ou en fait ce qui pourrait être l'équivalent d'un État-providence au Mexique, et redistribuer de façon plus équitable la richesse, je pense que oui, c'est important d'avoir un système fiscal qui soit d'abord efficace, c'est-à-dire qui soit capable de capter l'argent des impôts, d'une part, et d'autre part, en fait, un système qui soit progressif, en fait, qui permette de taxer un peu plus ceux qui sont plus riches pour en donner à ceux qui sont plus pauvres. Le développement durable. Oui, c'est ça, c'est une question de Chantal, c'est ça, le développement durable. Oui, bien. Ben, en effet, c'est un sujet très, très, très délicat actuellement au Mexique, puisque, là, je vais vous parler des villes côtières, de Playa del Carmen, de Tulum. Il y a un projet de construire un train qui ferait tout le tour de la péninsule du Yucatan et qui relierait en fait différents sites archéologiques. Le projet du train, le Tren Maya, qui est un des projets phares de l'administration de M. López Obrador. Et le problème de ce projet-là, en fait, c'est qu'il traverse des réserves naturelles, il traverse des zones vierges et tout ça. Et il y a eu beaucoup de contestations du projet. C'est-à-dire que d'un côté, le gouvernement dit oui, on est en faveur du développement durable, et d'un autre côté, le gouvernement ne tient pas trop compte, en fait, des protestations qu'il y a, par exemple, autour de la construction de ce train Maya. Il y a une autre question en ce qui concerne le salaire, pour savoir si le salaire est stable au Mexique. On a dit que c'est une somme de 10 à 20 pesos par mois. Non, parce que 10 pesos, c'est 60 cents canadiens. Et puis, non, le salaire minimum au Mexique va être autour de, laissez-moi calculer là rapidement, ça va être autour de, je ne sais pas moi, $800 par mois. Cependant, il faut le dire, en fait, il y a 50% de la population mexicaine qui travaille dans ce qu'on appelle le secteur informel. Alors, les gens qui travaillent dans le secteur informel, ce sont les vendeurs ambulants, les gens qui vendent des services, là, qui travaillent au noir, finalement. Et bien sûr que le revenu est beaucoup moins élevé en général dans ce secteur-là. Il n'y a pas de salaire minimum. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser. Je ne sais pas si vous voulez finir avec un commentaire pour clore la soirée. Moi, je vais dire un mot. Puis... Pardon? Oui? Est-ce que vous voulez dire un dernier mot avant qu'on finisse? J'aurais voulu parler de la pandémie, mais j'ai trop parlé des transformations. Ce qu'on peut dire, en fait, de la pandémie, c'est qu'ici, on est toujours dans la première vague de la pandémie. Le Mexique est un des pays, en fait, qui, en termes absolus, a le plus de décès. En fait, on est au 4e rang avec 86 000 décès, un peu plus de 86 000. On est au 10e rang si on compte par rapport par 100 000 habitants, par rapport à la population du pays. Il n'y a pas d'activité scolaire depuis le début de cette année, puis j'ai l'impression que ça durera au moins jusqu'au mois de janvier.
Et puis, je pense que le gouvernement compte beaucoup sur l'achat de vaccins et sur la possibilité de vacciner la population. Ce qui est inquiétant, en fait, pour le Mexique, c'est qu'on prévoit une chute entre 9 et 11% du produit intérieur brut pour cette année. Alors, il y aura des problèmes économiques très sérieux. Et puis, bon, comme le gouvernement, en fait, et puis on ne voit pas vraiment, en fait, quand il y aura une relance de la croissance au Mexique. Alors, c'est ce que je dirais sur le thème de la pandémie. Et parce que je sais que c'est un sujet dont vous allez discuter là durant les prochains jours. Bon, merci beaucoup. Ben, merci à vous. Excellent. Donc, j'aimerais remercier l'équipe technique pour son appui. Sinon, on n'aurait pas eu à avoir cette soirée avec la présentation de M. Prudhomme. J'aimerais remercier tous les membres du comité organisateur, Madame la rectrice, Madame Magda Fusero, l'ambassadeur du Mexique, M. Prudhomme, bien sûr, aussi. Et finalement, j'aimerais remercier tous les participants pour avoir assisté ce soir. Je vous invite à consulter le programme de la semaine hispanophone et je vous souhaite tous et toutes une bonne soirée en espérant de vous voir aux prochaines conférences et tables rondes de la semaine hispanophone. Merci et bonne soirée.